longtemps. Et en général, c'est ceux qui perdurent longtemps qui sont responsables de dérèglements de la croissance cellulaire et donc de tumeurs bénignes ou de tumeurs malignes. Et leurs manifestations, par contre, quand ils ne donnent pas ces proliférations, sont presque toujours asymptomatiques. Ça ne donne pas d'inflammation, par exemple, comme un herpès. Ce sont des infections très fréquentes. On estime que 80% de la population a été ou sera infectée par un HPV, en particulier toute la population sexuellement active. Et ça vient du fait que c'est un virus très transmissible. C'est une infection qui n'a pas besoin de la pénétration, qui n'a pas besoin de lésions au niveau des muqueuses. Un simple contact de muqueuse à muqueuse et parfois même un contact entre une main qui a touché une muqueuse et qui va toucher une autre muqueuse, en particulier au moment de préliminaires sexuels peut-être ou de jeux sexuels, peut être un outil, enfin un vecteur de contamination. Et si on dit que pour le VIH, il y a une chance sur 200 ou une chance sur 500 par rapport, que pour l'hépatite B, il y a une chance sur 2, et bah pour le HPV, c'est encore plus, c'est 2 chances sur 3 entre quelqu'un qui est infecté et quelqu'un qui ne l'est pas au cours d'un rapport. Ces infections, en général, on s'en débarrasse assez vite, mais pas tout le temps et pas tout le monde. Et ces infections vont pouvoir être responsables de modifications de la croissance cellulaire. Et ces modifications de la croissance cellulaire peuvent déboucher, dans certains cas, sur des tumeurs bénignes, donc, et puis dans certains cas, sur des tumeurs malignes qui vont être précédées de lésions précancéreuses. Et on voit sur cette image le nombre chaque année de cancers de la vulve et du vagin ou de pénis, de l'anus, de l'oropharynx, de cancer du col de l'utérus qui sont liés à HPV. Et quand on regarde les lésions précancéreuses, les lésions cancéreuses ou les lésions non cancéreuses, ça fait effectivement beaucoup d'événements dans une part importante de la population masculine et féminine. Et sans revenir sur la physiopathologie de ces infections, il faut imaginer un processus de modification de la croissance cellulaire qui va prendre des années pour se mettre en place, depuis une infection, puis une infection persistante, puis un dérèglement de la croissance cellulaire qui va mettre 10 ans, 20 ans peut-être à vraiment s'installer et à déboucher sur un cancer. Et c'est uniquement certains HPV qui sont capables de donner des cancers. Ceux qui donnent des condylomes, des simples verrues génitales, ne sont pas capables de donner de telles tumeurs invasives. Ils donnent des condylomes, ce qui peut être pas très décoratif, mais ce qui est presque jamais un vrai problème de santé. Et si on réfléchit aussi au volume, entre guillemets, de personnes infectées, on présente souvent ce graphe par rapport à 100 000 femmes adultes, dont 10 000 seraient porteuses de papillomavirus. Il y en a encore 10 fois moins qui vont faire une infection génitale persistante. Et parmi ces 10 fois moins, il y en a 1% qui, du fait d'une infection persistante, au bout de plusieurs années, même plusieurs décennies, va avoir un cancer du col. L'idée, c'est un peu qu'on s'infecte entre 15 et 25 ans avec un virus qui va déboucher sur un cancer pendant la 4e ou la 5e décennie de la vie. Et pour revenir un peu sur les chiffres déjà présents dans le graphe tout à l'heure, on pense que ces HPV sont ainsi responsables de 6 404 cancers par an, et en particulier 3 000 cas de cancer du col de l'utérus, dont 100%, on peut ergoter sur 0,01%, mais disons 100% des cas sont directement liés à l'infection HPV. Ils n'auraient pas eu lieu s'il n'y avait pas eu d'HPV. Responsable de plus de 1000 décès. Et puis, quelque chose qui a émergé depuis une dizaine d'années, c'est qu'un tiers des cancers de l'oropharynx sont dus à HPV et n'auraient probablement pas survenu s'il n'y avait pas eu d'infection HPV pour déclencher cette prolifération cellulaire. Et une remarque intéressante aussi, c'est qu'on imagine souvent que l'HPV soit un problème féminin. Et bien sûr, ce n'est pas vrai. D'une part, parce que la plupart des femmes le contractent auprès de partenaires masculins, mais aussi parce que, en termes de tribus payées, de maladies, le quart des cancers liés à HPV sont chez des hommes. Si on regarde au-delà de la France,
les cancers liés à papillomavirus, c'est un énorme problème de santé publique, avec plus d'un demi-million de cancers par an, majoritairement au niveau du col, mais en fait dans d'autres sphères muqueuses aussi, où le virus peut de la même manière donner une prolifération. C'est parce que c'était un tel problème de santé publique, c'est parce qu'il y avait ce lien extrêmement clair entre infection virale et maladie tumorale qu'on a réfléchi comment mettre au point un vaccin. C'était pas simple parce que l'infection elle-même n'est pas très immunisante. Donc ça voulait dire qu'il fallait trouver un mode de vaccination qui marche mieux que l'infection elle-même. Et c'est ce qui a été mis au point. Et on a mis au point des vaccins à la fois contre les papillomavirus oncogènes, responsables des carcinomes, le 16, le 18, et puis ensuite aussi contre d'autres types. Et on a par ailleurs inclus dans le vaccin qui est actuellement disponible aussi des HPV responsables de condylomes. Donc qui ne sont pas responsables de cancer, mais qui sont quand même responsables d'enquiquinement au niveau anal ou au niveau génital, et puis qui peuvent poser problème aussi en termes de frottis cellulaire parfois, quand on fait un frottis cellulaire. Le schéma complet de la vaccination, il a été étendu à la fois aux garçons et aux filles, et aux enfants ou aux jeunes adolescents dès l'âge de 11 ans. 2 doses à 6 mois d'intervalle pour les 11-14 ans. Et si on vaccine plus tard, en particulier jusqu'à 26 ans pour certaines populations masculines, on fait 3 doses. Le fait de faire 3 doses à cet âge-là versus 2 doses avant, ça repose sur rien de robuste et il est probable qu'à relativement court terme, on va proposer un schéma à 2 doses pour tout le monde. Vous le savez probablement, mais l'OMS s'est même positionné sur une recommandation de 1 dose pour tout le monde. À mon sens, 2 doses, c'est mieux. Ça a été vraiment montré en termes de mémoire à long terme. Je ne sais pas si dans les années qui viennent, on conservera ce schéma à 3 doses, mais actuellement, il est recommandé. Et c'est un vaccin qui a montré de façon extrêmement claire son efficacité. Ça prévient les infections, ça prévient les infections persistantes. Et bien sûr, comme le virus est responsable des cancers, ça prévient les lésions précancéreuses et ça prévient les cancers. Les pays qui l'ont mis en place à grande échelle ont pu observer cette diminution. En particulier l'Australie, on va vous en parler après. Et par ailleurs, c'est un vaccin qui est sûr. On dispose maintenant d'un grand recul sur cette vaccination. Il y a des études multiples qui ont été faites pour évaluer son innocuité et en particulier son innocuité par exemple en termes de maladies auto-immunes ou de maladies démyélinisantes parce que c'est quelque chose qui est toujours présent dans les questions posées. Et dans les études récentes à grande échelle, on ne détecte pas de signal de maladie dite immunitaire ou démyélinisante après le vaccin HPV. Donc c'est difficile actuellement de trouver un vaccin qui soit autant recommandable sur le plan de l'efficacité personnelle, de l'efficacité en santé publique, puisque si on n'est pas infecté, on ne contamine pas les autres, et de l'innocuité. Il y a des contre-indications à ce vaccin qui sont exceptionnelles. Le fait d'avoir une allergie avérée à certaines des substances du vaccin, extrêmement rare. Avoir déjà fait une réaction allergique après une injection de vaccin HPV. Et dans ces cas-là, ce qu'il faut, c'est pas contre-indiquer les gens ou les enfants, c'est les envoyer en consultation d'allergologie. Et si quelqu'un a une infection marquée avec de la fièvre, en général, on ne fait pas le vaccin. Si c'est une virose ORL, il n'y a aucun problème. Toutes les études ont montré qu'il fallait vacciner les enfants qui avaient une rhinite, une sinusite, une bronchite. Ça ne pose pas de problème. Quelqu'un qui est à l'hôpital avec 40 de température, une pneumonie à pneumocoque, on attendra un peu. Et en termes d'effets indésirables, pour compléter un peu ce qu'on disait tout à l'heure, il y a certains effets indésirables fréquents et reconnus, des douleurs aussi d'injection.
On peut éventuellement faire des manifestations générales à type de fièvre ou de douleurs musculaires. Bon, maintenant qu'on a vu ce qui se passait, avec les réactions parfois importantes au vaccin Covid, les réactions qu'on connaît avec le vaccin HPV vont apparaître encore plus bénignes. Et puis, il y a des réactions anaphylactiques qui sont rares, mais qui sont décrites avec n'importe quel produit, n'importe quel médicament, n'importe quel produit de santé. Gaëlle? Oui, et donc merci Olivier. Je continue. La relation entre 11 et 14 ans, 2 doses, et entre 15 et 19 ans, 3 doses pour le moment. Depuis, donc, pour mémoire, depuis 2007 pour les filles, et puis plus récemment pour les garçons depuis 2021. C'est ce qui a simplifié, en tous les cas, pour nous, professionnels de santé, lorsqu'on s'adresse aux parents, il me semble. On peut rajouter que jusqu'à 26 ans révolus, le vaccin est recommandé pour les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes. D'une façon générale, ce qu'il faut retenir, c'est plus on se fait vacciner, mieux c'est. Bon, le vaccin est efficace, mais au-delà de ça, même aussi, plus les personnes n'ont pas encore été en contact, les jeunes n'ont pas encore été en contact avec les HPV, et bien, du coup, mieux ce sera efficace. Par ailleurs, donc, quand même ne pas oublier que si on est après 11 ans et qu'on va jusqu'à des âges plus élevés, il est toujours temps de vacciner, même après le début de la vie sexuelle, il y aura toujours un gain d'efficacité. Mais non, devant, c'est la machine. Ouais, le fait, je sais, parce que s'il vous plaît, si vous pouvez couper vos micros, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Excuse-moi, Gaëlle. Pour ce qui est, je t'en prie, pour ce qui est du coût des vaccins, donc vous le savez, remboursé à 60% par l'assurance maladie. Reste à charge, donc le ticket modérateur qui est remboursé par la plupart des complémentaires santé, et la prise en charge complète pour les personnes bénéficiant de la complémentaire santé solidaire. Anne-Sophie, juste, on n'a plus la présentation sur l'écran. Olivier vient de se reconnecter. Je viens de le reconnecter. Désolé, j'ai été éjecté. Il y a un petit souci de connexion. J'ai été éjecté. Voilà, peut-être je l'ai réaccepté. Redonnez-moi le partage. Alors bon, je peux continuer juste, même si les diapositives vont arriver. Vous savez que le constat, il est là. Nous avons une faible couverture vaccinale en France. Si on... En tous les cas, une couverture qui est loin d'être la cible et insuffisante pour prévenir la circulation du virus, puisque la cible serait d'avoir une couverture vaccinale à 80% pour espérer prévenir la circulation. Donc, nous sommes à 41,5% des jeunes filles de 16 ans qui ont reçu un schéma complet. En France, donc je parle, et 12,8% chez les garçons de 15 ans ont reçu au moins une dose. Bon, vu qu'on a commencé en 2021, c'est pas surprenant pour le coup sur le côté des garçons. En Auvergne-Rhône-Alpes, alors on a des couvertures vaccinales qui sont proches des valeurs nationales, c'est pas mieux. 41,6% des jeunes filles de 16 ans ont reçu un schéma complet. En ce qui concerne les garçons, on est à 12,3% pour une dose. Voilà, donc proche des données nationales. On constate, ceci étant, des fortes disparités entre les départements de la région, avec des couvertures vaccinales qui sont inférieures à la moyenne régionale, en Ardèche notamment, Haute-Savoie, Drôme et Loire. Bon, et puis certains départements se rapprochent plus des 50%, comme le Puy-de-Dôme et la Savoie. Mais même si on peut effectivement avoir des valeurs un peu meilleures que la couverture, enfin que la moyenne nationale, on est loin de la cible que je répète qui est de 80-85% pour pouvoir espérer une réelle efficacité de santé publique.
On constate par ailleurs une forte inégalité socio-territoriale au sein des départements. Si on se base sur le barème de Santé publique France, on voit que la couverture vaccinale est plus élevée dans les familles de parents à haut revenu, enfin chez les jeunes dont les parents sont à haut revenu ou qui ont plus d'années d'études. Bon, c'est pas nouveau, mais enfin, c'est effectivement toujours le cas et pour cette vaccination également. On a constaté en Isère où effectivement certains d'entre vous savent qu'un programme ambitieux a été depuis plusieurs années. Quand on suit les indicateurs, on s'aperçoit que ça a beaucoup bougé dans certaines catégories socio-professionnelles, mais que si on fait une fenêtre sur les collèges en zone prioritaire, donc REP, on a une couverture vaccinale qui a beaucoup moins bougé. Voilà. Et puis, pour ce qui est de certaines zones rurales, alors ce n'est pas toutes les zones rurales, mais si on est dans des zones où l'accès aux soins est rendu difficile de par les montagnes ou autres, c'est le cas, nous, côté Chartreuse ou côté Trièves, on s'aperçoit là aussi que les couvertures vaccinales restent très basses. Donc, une inégalité socio-territoriale liée également aux déterminants de santé et à la difficulté d'accès aux soins. Diapo suivante. Donc, l'objectif, on le rappelle, 80% d'ici 2030. Au Royaume-Uni et en Suède, le taux de vaccination est maintenant supérieur à 80%. On voit que les pays comme le Royaume-Uni, la Suède ou l'Australie qui ont mis en place des programmes nationaux dans le milieu scolaire ont maintenant des résultats qui sont tout à fait intéressants. Donc les modèles de prédiction l'avaient montré, les données le confirment. En Australie, on a une réduction des infections à papillomavirus de 90%. Ils ont effectivement commencé un programme depuis 2007 et cette diminution des génotypes responsables de 75% des cancers du col de l'utérus nous permet d'imaginer que la campagne plus un programme de dépistage nous permettra dans quelques années, si on est tous en train de travailler sur le sujet, nous permettra d'éradiquer le cancer du col de l'utérus déjà. Dans la pause suivante. Les freins à la vaccination. La diapo suivante. Je l'ai passée, je ne sais pas si tu la vois. Ah, on ne la voit pas encore. Peut-être qu'elle va arriver. Donc, pour revenir sur les freins à la vaccination, on l'a vu particulièrement en Isère où on a suivi depuis plusieurs années des indicateurs, mais c'est conforme aux études nationales. La méconnaissance des infections à papillomavirus chez les parents et chez l'adolescent est un des premiers freins. On voit lorsqu'on agit et qu'on met en place des programmes ambitieux, on voit que la connaissance avance. En Isère, on a beaucoup avancé sur la connaissance des infections et des cancers chez les filles. Comme la recommandation pour les garçons est venue plus tardivement, on s'aperçoit qu'on a encore beaucoup de travail sur la connaissance chez les garçons. Méconnaissance des risques de non-vaccination, c'est en lien. Le vaccin est relativement récent, méfiance, même si, bon, finalement, il n'est pas si récent que ça, mais enfin, ça ressort quand même. Le sujet complexe, tabou, car il y a les sexualités, c'est vrai que ça peut jouer chez certaines personnes et notamment pour certains freins culturels. Et difficultés d'accès à un professionnel de santé, notamment le médecin traitant, on revient sur éloigné du système de soins. Et puis, il faut se rappeler, puisque là, on est en train de vous parler, vous professionnels de santé, c'est que il y a des personnes qu'on n'arrivera pas forcément à convaincre et ce ne sera pas là où on mettra notre énergie d'ailleurs. Mais il y a toute une frange de la population qui reste dans l'incertitude, soit par méconnaissance et aussi par doute d'une façon générale. Tout cela, ils ont quand même confiance et ils attendent l'opportunité, soit en allant chez leur médecin traitant, et aussi le fait d'aller à l'école est aussi une réponse, parce que le facteur manque de temps est apparu aussi dans nos enquêtes comme frein là qui n'est pas cité sur cette diapositive, mais plus la connaissance arrive, on a un autre facteur qui rentre en ligne de compte, c'est le facteur manque de temps. Et cette opportunité peut effectivement être intéressante en milieu scolaire. Enfin, voilà pour
pour ce que je voulais en dire de façon principale. Et un message à parler, c'est que quand on se mobilise tous, et sans revenir sur les détails du programme qui a eu lieu en Isère et qui peut avoir lieu dans d'autres départements, si on est tous ensemble, collectivement, pour prévenir les cancers HPV induits, ça marche. Donc allons-y. Je ne sais pas si à ce stade, vous avez des questions déjà pour Gaëlle ou pour moi-même. Alors, dans le chat, oui, donc Anne-Sophie Renaud-Baron, il y a dans le chat pour vous, professeur ou Gaëlle Vareille, une vaccination après l'âge recommandé, soit 19 ans ou 26 ans si HSH, est-elle efficace? Merci. Une vaccination après l'âge recommandé, soit 19 ou 26 ans. Olivier, je laisse ton regard expert dessus. Alors, en ce qui concerne les filles ou les jeunes femmes, il y a plein de pays qui ont choisi 25 ans comme âge de rattrapage. Donc, en France, qu'on soit à 19 ans, c'est encore discutable et il y a probablement des recommandations HAS sur ce point qui vont redire que même si plus on commence tôt, c'est mieux, moins on a eu de partenaires sexuels avant la vaccination, c'est mieux, mais quand même. C'est pas parce que quelqu'un a déjà commencé sa vie sexuelle depuis plusieurs années, c'est pas parce que quelqu'un a déjà eu plusieurs partenaires qu'il faut pas le ou la vacciner. Donc l'âge limite de 19 ans pour les filles, non. Et après, pour tout le monde, si on regarde les filles ou les garçons, si on se dit que c'est 25 ou 26 ans pour tout le monde, c'est aussi un équilibre entre est-ce que ça vaut le coup de le rembourser et est-ce qu'il sera efficace en santé publique. Et c'est vrai qu'on a des arguments pour dire en particulier qu'après 30 ans, le vaccin aura probablement peu d'impact. On a toujours cette histoire un peu théorique de la personne qui a eu 0 partenaire à 30 ans, puis à partir de l'âge de 30 ans, débuterait une vie de multipartenariat. Mais c'est un exemple très théorique et qui ne reflète pas la plupart des demandes qu'on peut avoir. Mais en tout cas, sur une demande argumentée de quelqu'un qui dit moi j'ai 27 ans et j'aimerais bien avoir la vaccination, c'est probablement pas, c'est pas dans les clous de l'AMM, mais c'est évident que ça a un intérêt. Une autre question, pourquoi pas après 19 ans chez les filles? C'est un peu la même raison, c'est qu'il n'y a pas de raison. Enfin, c'est un peu la même réponse, je veux dire. Il n'y a aucune raison satisfaisante à avancer pour ne pas faire de rattrapage jusqu'à 25 ou 26 ans. D'autres pays le font et on devrait le faire. À titre personnel, je le fais à l'entièreté des personnes qui me le demandent jusqu'à 26 ans, et en termes d'ordonnance, je veux dire, et probablement que ça va évoluer à moyen terme en France aussi. Après, c'est vrai qu'on se concentre en France sur le fait de dire arrêtons de discuter de tel ou tel âge et vaccinons tous les ados. Et c'est pas faux. L'énergie principale, elle est à mettre dans le fait d'obtenir une couverture vaccinale très haute chez les ados, comme l'évoquait Gaëlle, pour protéger au mieux. Alors, une autre question liée à ça, merci pour les précisions que vous avez apportées, professeur, mais quid du remboursement dans les tranches d'âge hors recommandation? Eh bien, normalement, effectivement, c'est pas remboursé, mais d'expérience, quand les gens arrivent… Alors, pour les garçons, c'est facile, parce que comme les garçons, c'est jusqu'à 26 ans, la pharmacienne ou le pharmacien ne vont pas leur demander qui sont leurs partenaires sexuels. Ils vont voir l'ordonnance et ils vont leur donner le vaccin. Et entre la part sécu et la part mutuelle, en général, les gens n'ont pas besoin d'avancer d'argent. Et pour les filles, par exemple, entre 20 et 25 ans, qui ont un intérêt évident à recevoir le vaccin, mais où c'est hors AMM française, pas européenne, mais c'est hors AMM française, certaines pharmacies peuvent dire je ne peux pas vous le délivrer parce que c'est hors AMM et je risque de moi-même de ne pas être remboursé. Mais d'expérience, la Sécu a autre chose à faire que contrôler le vaccin HPV, elle a bien raison.
Donc, une de nous dit 121 € pour garder la santé. Madame Rose Bardet. C'est ça, c'est le prix d'une dose. Et même à 65% sécu d'ailleurs, il vaut mieux avoir une mutuelle parce que sinon c'est un vrai investissement. Alors en fait, on est mes remboursements après l'âge de l'AMM, en fait c'est après hors reco, hein, c'est différent, hein. D'accord? Oui, Parce que je reprends sur le chat, hein. D'accord? Oui, il y a une AMM française, un peu baroque, 19 ans pour les filles, 19 ans pour les garçons hétérosexuels, 26 ans pour les garçons gays ou bisexuels. Probablement que comme d'autres pays, tout ça va être uniformisé, mais c'est l'AMM française. Merci, professeur. Je vais laisser la parole au professeur Jean-Pierre Martin. Docteur Martin, professeur Martin, qu'est-ce que vous avez une question à poser ou une information complémentaire? On ne vous entend pas. Il faut que vous remettez votre micro. Allô, oui, c'est bon. On vous entend. Oui, je pense que le terme d'AMM est pas bien. Il faut parler de recommandations. L'AMM du vaccin, c'est les préventions des complications des papillomavirus, si on regarde. Et en France, le problème, c'est les recommandations qui sont baroques, effectivement, qui l'ont toujours été, et qui le restent un peu, et qui sont ce qui donne droit à ouverture au remboursement. Je pense qu'il faut plus parler de recommandations que d'AMM française. Enfin voilà. Mais vous avez raison, tout à fait. C'est une question de sémantique. Mais elle est tout à fait justifiée. Merci pour cette précision. Y a-t-il d'autres personnes qui souhaitent interroger professeur Epaulard, docteur Vareille, avant qu'on passe aux questions plutôt pratiques concernant la mise en œuvre de cette campagne de vaccination? Gaël et moi-même restons ici de toute façon, donc jusqu'à la fin. Donc s'il y a des questions qui viennent plus tard, on pourra aussi les prendre. Très bien, merci. Là, je veux bien que vous passiez là. Alors, on va terminer le diaporama et après, on essaiera de répondre moi-même avec vous, hein, certains participants qui ont déjà bien répondu à certaines questions dans le chat. On essaiera de répondre à toutes ces questions qui reposent sur la formation pour prescrire, la formation des pharmaciens et des IDE. On a beaucoup de questions sur le chat à ce sujet-là. On va y répondre quand j'aurai terminé le diaporama. Alors, donc cette campagne de vaccination, donc, qui, vous vous souvenez, donc c'était suite à une annonce qui date de février 2023 par notre président, alors qu'il se déplaçait en Nouvelle-Aquitaine dans un collège. Donc, il a souhaité, du fait des couvertures vaccinales bien trop basses, en tout cas en France, de mettre en place cette large campagne de vaccination nationale. Alors, quels sont les différents principes de cette campagne? Ça, c'est dans le cadre d'une instruction que nous avons reçue début juillet, hein, et qui pose un certain nombre de principes liés à cette campagne de vaccination et à son déploiement. L'accord des deux parents sera nécessaire, hein, donc c'est important. Et l'objectif de cette campagne, c'est de faciliter l'accès à la vaccination des adolescents avec une prise en charge à 100%. La démarche va être simplifiée pour les parents puisqu'il y aura uniquement à signer l'autorisation de vaccination. Il n'y a pas de prise de rendez-vous, il n'y a pas de vaccin à conserver. Donc, on simplifie le parcours vaccinal. L'objectif de couverture vaccinale en France d'ici 2030, donc d'ici 7 ans, a été fixé à 80%. On vous rappelle que pour les 16 ans, il est actuellement à 41%, un peu plus de 40%, sachant qu'en
en dessous de 16 ans, la couverture vaccinale est beaucoup plus faible concernant le HPV. La suivante. Alors, tous les élèves des classes de 5e sont concernés. En ARA, ça représente un peu plus de 104 000 élèves, dont 77 159 en collège public. Les collèges privés sont aussi concernés par cette campagne, mais sur la base de volontariat. Et cela concerne en ARA 300 collèges privés. L'objectif pour cette première année, puisque c'est une campagne qui va être pérenne, qui va se renouveler toutes les années, eh bien, c'est de vacciner 30% des élèves. Donc, dans une classe d'une trentaine d'élèves, ça serait de vacciner 10 élèves sur ces 30. Alors, le pilotage de cette campagne est assuré par toutes les ARS, avec le concours des rectorats, en lien avec eux. Merci pour vos micros, s'il vous plaît. La vaccination va être assurée et organisée par des centres de vaccination qui vont être des structures porteuses, sachant que les centres de vaccination actuellement existants dans chacun des départements ne sont pas en capacité, au vu de leurs ressources humaines, d'assurer la vaccination sur tout un département. Je pense notamment à des départements conséquents comme celui du Rhône, de l'Isère ou de la Savoie. Donc, de ce fait, c'est à chaque centre de vaccination, structure porteuse, de mobiliser des équipes mobiles, donc d'assurer, de faire des recrutements, donc de médecins et d'IDE, mais surtout d'IDE, afin que, pour qu'ils puissent donc se rendre dans les établissements scolaires. Donc, la première dose devra se faire entre novembre et décembre, et la deuxième 6 mois après, donc entre mai et juin 2024. Il est bien prévu que les 2 doses doivent se faire dans la même année scolaire, c'est-à-dire en tout cas là, 2023-2024, même si le challenge n'est pas facile à atteindre. Le coût, il est de 311 € par enfant, qui inclut à la fois le vaccin, mais aussi l'effecteur et toute la gestion administrative. Et il y a une prise en charge à 100%. Il y a 65% par l'assurance maladie et le complément qui normalement devrait être assuré par les complémentaires santé sont assurés et financés par les ARS. Diapo suivante. Alors, comment va être fait l'information auprès des élèves et de leurs parents? Il y a en cours maintenant, où il y a déjà eu une transmission à tous les parents d'élèves des classes de 5e d'un courrier d'information avec un flyer ainsi que l'autorisation parentale. Il y a certains, le rectorat de Lyon par exemple déjà a remis ces courriers, pour d'autres c'est en cours. Donc ce qu'il est prévu, et nous l'avons prévu dans le cadre de webinaires, c'est d'organiser donc des actions de sensibilisation auprès des élèves, des parents d'élèves. Donc, ça se fera dans le cadre de webinaires par l'ARS, mais également, et grâce aussi à nos intervenants experts, et également par l'intermédiaire des professeurs de SVT et par les infirmières scolaires. Le recueil des autorisations des 2 parents va se faire sous enveloppe cachetée. Il va falloir que les établissements scolaires préparent bien leurs locaux pour le jour J de la vaccination, notamment avec un lit médicalisé, par exemple, et l'accueil et l'aide à la surveillance des élèves lors de la vaccination. Le jour J, très important, l'élève doit apporter son carnet de vaccination ou son carnet de santé, où sera notifié notamment cette vaccination. C'est très important que ce carnet de santé de vaccination soit bien apporté par l'élève le jour J. Et là, on compte bien sur les parents pour que ça soit bien mis dans les cartables des enfants. La suivante. Alors, les enjeux, bien sûr, c'est de l'information qu'on est en train de mener largement au niveau de l'ARS, c'est de mieux faire connaître la vaccination HPV, ses bénéfices auprès des parents et des adolescents.
et puis s'appuyer sur l'ensemble des professionnels de santé, les éducateurs, pour informer les parents et les adolescents. Mais je dirais que globalement, bien sûr, l'objectif, c'est cette campagne de vaccination pour une vaccination en classe de 5e qui va faciliter le parcours de vaccination pour ces élèves de 5e, mais c'est aussi de faire, je dirais, un buzz maximum autour de cette vaccination, parce que c'est clair que le jeune, il a aussi la possibilité d'aller se faire vacciner auprès de son médecin ou également désormais auprès de son pharmacien. La suivante, ou dans un centre de vaccination également. Donc, on a mis à disposition un certain nombre d'outils à destination des professionnels de santé. Tous ces outils ont été élaborés par l'INCa, l'Institut national du cancer, donc avec un dépliant arguments clés pour répondre aux patients. La suivante, on a pour les acteurs de l'enseignement, il y a un mémo avec le contexte de cette campagne, les vaccinations contre les HPV et les réponses principales aux principales questions que pourraient se poser les élèves. Il y a également un dossier pédagogique avec une fiche enseignement et une fiche élève pour aborder le sujet en classe sur la base du volontariat, et une vidéo pédagogique sur cette vaccination. La suivante. Voilà tous les outils. Donc, pour les parents, un dépliant d'informations avec le courrier et l'autorisation remis par les établissements à la rentrée. Donc, le webinaire, comme je vous le disais, il y aura 4 autres webinaires. Il y en a 2 autres qui sont à destination des chefs d'établissement, professionnels de santé du milieu scolaire, également les enseignants de SVT, les professeurs principaux. Et puis, on aura 2 autres webinaires à destination des associations de parents d'élèves et des fédérations, des appels notamment pour l'enseignement privé. Donc ça, ces webinaires ont été organisés par l'ARS, mais relayés par les rectorats. La suivante. Alors, une campagne de communication au niveau de l'INCa, donc une campagne presse, médias généralistes et spécialisés, une campagne digitale avec le partenariat Doctolib et les réseaux sociaux. Il va y avoir un affichage dynamique dans les maisons de santé. Donc, les webinaires, on en a déjà parlé. Sur le site de l'ARS, vous avez également toutes les informations concernant notamment le déploiement en région de cette campagne HPV et une mise à disposition d'une fiche pratique pour organiser la journée de vaccination avec les lieux, le matériel nécessaire pour cette vaccination. La suivante. Voilà, alors donc, on va passer encore un petit peu de temps à répondre à vos questions qui concernent essentiellement, je l'ai dit, la formation de prescription pour les pharmaciens et les IDE. Il faut savoir donc, que j'aurais dû vous en informer au tout début, que ce webinaire est enregistré, donc il sera restitué donc sur le site de l'ARS. Si vous aviez des questions encore en fin de webinaire, puisqu'on va encore rester 20 minutes ensemble, il y a possibilité de les poser donc sur donc une adresse, arsara-prévention-promotion-santé@ars.santé.fr. Si vous ne la retenez pas, vous m'écrivez directement et on pourra relayer. Et puis, vous avez également le site internet de l'Institut national du cancer, où vous pourrez trouver toutes les informations générales sur les HPV et la vaccination. Je crois que là, on a terminé. Voilà. Merci pour votre attention. Merci à nos intervenants experts. Donc, sur le chat, des questions concernant la
la prescription des vaccins. Donc, vous le savez, depuis, suite à un arrêté qui date du 8 août 2023, hein, donc il y a juste un mois, désormais, les IDE et les pharmaciens peuvent prescrire, mais pour prescrire, ils doivent bénéficier de façon obligatoire d'une formation de 10h30. Et c'est vrai que cette formation qui doit être validée par les pharmaciens, par exemple, par leur conseil de l'ordre, est incontournable pour vacciner HPV. Hein. Donc, alors, je lis dans le chat que donc c'est un infirmier libéral, coordinateur de CPTS. Dans le Rhône, effectivement, c'est le CDHS qui porte cette campagne de vaccination et qui, normalement, a dû embaucher des effecteurs. Alors, après renseignement auprès notamment de l'URPS pharmacien, il y a des organismes de formation qui dispensent cette formation. Mais il doit y avoir une formation validante et donc l'URPS pharmacien, par exemple, peut dispenser de la formation, mais à ma connaissance, ils le disent eux-mêmes, ce n'est pas des formations validantes pour permettre de prescrire. Donc c'est vrai qu'à ce jour, pour démarrer la campagne de vaccination, aucun ni DE ni pharmacien n'est formé et donc ne peut prescrire cette vaccination. Alors, vous pouvez regarder sur le chat une de nos collègues qui donc nous a mis un certain nombre de liens que je vous invite à récupérer. Alors, je lis par exemple que la CPTS Grand Annecy prend en charge la formation pour les IDE, mais on n'a toujours pas de nouvelles d'un organisme de formation qui s'appelle le FIF, hein, c'est ça? On a pourtant déposé les dossiers dès que possible. Est-ce que le docteur de la Monica, vous voulez prendre la parole à ce sujet-là? Il faut qu'on libère, il faut qu'elle puisse prendre la parole. Oui, bonjour, bonsoir. Bonsoir, alors je vais mettre ma caméra. Donc, je suis le docteur Della Monica. Donc, je suis responsable de l'organisme. Vous m'entendez? Oui, très bien, on vous écoute. Je suis responsable de l'organisme de formation, c'est un organisme de DPC aussi, un biologie e-learning. Et c'est vrai que dès qu'on a pu déposer en fait très rapidement nos dossiers pour les pharmaciens auprès du FIFPL et aussi des pharmaciens biologistes, mais les infirmiers, en fait, le cahier des charges imposé pour la vaccination n'a pas été mis à jour. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont restés sur une formation de 7 heures. Et alors que en fait c'est 10h30, la formation doit durer 10h30, donc ça on ne peut pas y couper. Donc notre dossier, nous en tout cas de notre côté, il est en cours d'instruction, mais tant qu'ils n'auront pas modifié le cahier des charges, ça ne sera pas validé. Voilà, donc par contre les pharmaciens et pharmaciens biologistes ont accès à la formation et prise en charge à 100% par le FIFPL. Et du côté de l'Agence nationale du DPC, donc ils ont donné la possibilité de déposer les actions pour les organismes de DPC il y a 15 jours. Ils sont engagés à valider les dossiers pour la fin octobre, mais pour l'instant, on n'a toujours pas eu de nouvelles. Donc, on a déposé, nous, les dossiers le lendemain quand ils ont annoncé que c'était possible, le lendemain, ils étaient déposés, nos dossiers. Donc, voilà. Donc, pour l'instant, la prise en charge pour les infirmières libéraux, c'est vrai qu'il n'y a pas ni DPC, ni FIFPL. Et donc, le CPTS du Grand Annecy, alors, ils me confirmeront, hein, mais bon, on a vu avec eux, ils prennent en charge la formation des infirmiers pour qu'ils puissent vacciner comme les autres professions. C'est vrai que l'ordre des infirmiers a pris un peu de retard aussi sur, l'ordre des pharmaciens a mis en ligne en fait un formulaire pour déclarer l'activité de vaccination des pharmaciens et des pharmaciens biologistes, mais l'ordre des infirmiers ne l'a toujours pas fait. Voilà, donc c'est ce qui bloque un peu. Je vous remercie pour ces précisions précieuses. On nous pose bon, il y a beaucoup de questions, hein. Je ne sais pas si on va pouvoir répondre à tout. En tout cas, le diaporama vous sera mis à disposition. On va le mettre à disposition sur le site, hein. On va trouver un moyen pour que ça ne soit pas trop lourd. Une réunion d'information pour les parents avant qu'ils ne signent est-elle prévue?
les webinaires sont en cours, hein. Il y en a un prévu demain, par exemple, pour les parents d'élèves. Voilà, donc ils peuvent bénéficier d'une information avant de signer. Simplement, la signature, là, elle se fait attendre, hein. Et puis, potentiellement, dans ces webinaires, ils sont en fin de journée, mais peut-être potentiellement tous les parents ne pourront pas participer à ces webinaires, hein. Alors, il y en a une d'entre nous qui demande quels sont les centres de vaccination. Ce sont les centres de vaccination qui sont habilités par l'ARS, hein, qui ont répondu présent pour porter le dispositif et porter cette campagne dans chacun des départements. Les centres de vaccination sont peuvent avoir des statuts différents. Soit les centres de vaccination sont portés par des conseils départementaux, tels celui du Dr Gaël Vareille dans le 38, par des structures hospitalières ou par des structures associatives. Par exemple, c'est le cas dans le département du Rhône. Donc, c'est très varié. On pourra vous transmettre, cela dépend des départements, effectivement, on pourra vous transmettre ces différents centres. Quelles instances rédigent et signent le courrier d'information? Le courrier d'information, il a été rédigé ARS Rectorat. Voilà, donc signé du recteur du rectorat. Hein, d'accord? Oui? Docteur Matin, on vous écoute? Oui, je vous demande pardon. Tout ce problème de formation concerne effectivement les gens qui vont aller vacciner à l'intérieur des établissements en classe de 5e, ou c'est en dehors? Parce que je n'ai pas tout à fait compris. Mais il y a une remarque que je voulais faire, c'est cette information que vous faites dans ces collèges pour la classe de 5e. Il faut savoir que dans les collèges, il y a des classes de 4e, il y a des classes de 3e, et que dans ces classes, il y a un grand nombre de gens non vaccinés, de gamins non vaccinés. Est-ce qu'il ne faut pas faire de la promotion pour la vaccination, pour le rattrapage? On a actuellement 2 problèmes dans la vaccination HPV. Le premier problème, c'est de faire rentrer les enfants le plus tôt possible dans la vaccination. Et là, on doit s'appuyer, à mon avis, de plus en plus sur le problème, sur les médecins généralistes, sur les pédiatres, etc., sur la médecine de première ligne. Et puis là, on a décidé qu'on allait en 5e. Alors, je ne sais plus, en 5e, les enfants, ils ont quel âge? 11 ans? Ils ont 11-12 ans, oui. 11, Donc, d'abord, ça va être intéressant de savoir s'il y en a qui ont déjà été, entre guillemets, sont rentrés dans la vaccination sans attendre ces informations à l'école. Mais je crois qu'il y a aussi la nécessité que l'information, elle tombe pas seulement sur les 11 ans, et que peut-être il faut faire des campagnes autour de la vaccination HPV pour les enfants qui sont en 4e, en 3e, et puis après dans les lycées, parce qu'on a ce gros travail de rattrapage qui est aussi un enjeu important si on veut arriver aux 80%. Et surtout, sans attendre... Je partage, hein. Je partage, docteur Martin. Les enfants de 11 ans, voilà, je crois qu'il faut aussi qu'on pense qu'aujourd'hui, on a vraiment beaucoup de travail à faire pour le rattrapage des garçons qui ont 12, 13, 14 ans et la vaccination n'était pas pour eux, et puis le rattrapage des 40 et 50% de filles qui ne sont pas vaccinées. Donc mais c'est un complément, hein, par rapport à ce qui a été fait et qui est encourageant, qui est une mesure de santé publique assez inhabituelle, d'y aller directement en contournant la médecine de ville, entre guillemets. Mais voilà, j'ai dit, je baisse la main et je coupe le micro. Voilà, excusez-moi, un petit problème de connexion, désolé. Docteur Martin, oui, je partage, effectivement, c'est ce que je disais en introduction, quelque part, c'est que cette vaccination HPV ne concerne pas que les classes de 5e, simplement, nous, au niveau de l'ARS, nous sommes en charge de la promotion de cette campagne au niveau des collèges,
qui doit se faire en 5e, mais c'est justement l'opportunité de parler et d'inciter les jeunes à se faire vacciner, qu'ils soient en classe de 4e, 3e, etc. Mais c'est vrai que nos webinaires, en tout cas pour les parents d'élèves, on les a ciblés surtout pour les classes de 5e. Mais rien ne nous empêchera au cours de l'année d'organiser d'autres webinaires pour la vaccination HPV pour des parents au-delà des classes de 5e, bien sûr. Hein, bien sûr. Alors, encore une question, c'est vrai que je ne voudrais pas trop qu'on s'attarde justement effectivement sur la formation des professionnels à la prescription, mais normalement, ce qu'il avait été prévu initialement dans les instructions, c'est que dans une équipe mobile, il doit y avoir un médecin. Alors après, ça s'est un peu assoupli. La présence du médecin n'est plus vraiment obligatoire, mais c'est vrai qu'elle est importante par rapport à la prescription. Hein. Donc, sachant que les IDE, s'ils n'ont pas suivi ce cursus de formation, ne pourront pas prescrire. Donc, à mon sens, la présence d'un médecin dans l'équipe mobile, en tout cas au début de la campagne, est incontournable. Je rebondis peut-être, c'est Olivier Pollard, sur une remarque de François Vielle-Sage dans le chat qui évoquait le fait que la médecine libérale soit laissée de côté. Mais je ne sais pas si on peut dire qu'elle est laissée de côté. C'est complémentaire. Là, il y a une vaccination un peu de masse qui est faite dans les collèges qui vise à vacciner au moins un enfant sur 3. Je ne vois pas du tout ça comme, alors je ne suis pas l'ARS, hein, je ne suis pas la DGS, mais je ne vois pas forcément ça comme le fait de laisser de côté la médecine libérale. Je vois plutôt ça comme un complément par rapport à tout le travail qui est déjà fait par les libéraux auprès des enfants et des jeunes adultes. Oui, et Gaëlle Varret, du coup, je veux bien compléter Olivier, parce que justement, je voyais cette question et l'exemple de l'Isère, et ça se passe aussi un peu de façon similaire dans les autres départements. Du coup, nous, de notre côté, on est concernés en tant que centre de vaccination en tant que tel. Mais notre première question qu'on a eue, c'est comment on travaille avec les professionnels de santé de terrain, médecins généralistes, pédiatres, et puis pharmaciens, sages-femmes, pour qu'au niveau d'un territoire, il y ait toute une dynamique. Il se trouve que les annonces, elles ont été avant l'été, que la façon dont c'est organisé le financement de l'ARS, nous, on est déjà dans une logistique vaccinale. Donc, effectivement, il est très facile qu'on reçoive les financements puisque on va pouvoir, nous, et sans avoir beaucoup d'efforts, avoir les vaccins à disposition, tout organisé. Donc, si on veut être en ordre de marche octobre-novembre pour tous les collèges, je crois qu'il n'y avait pas d'autre solution. Mais notre idée, c'est effectivement de pouvoir travailler pour que dans la suite et dans les mois qui viennent, la deuxième dose ou l'année prochaine, on puisse avoir une pérennité qui se mette en place avec les acteurs locaux. Et on est bien d'accord avec les médecins généralistes. Et nos discussions, en tous les cas en Isère, ont eu lieu avec des professionnels de terrain, et dont les médecins généralistes en priorité, mais pas que maintenant, puisque la prescription évolue. Merci Gaëlle pour ces précisions. Je réponds pour être sûr qu'il n'y ait pas de malentendu. La campagne de vaccination va se faire dans les collèges, mais c'est par des effecteurs des centres de vaccination qui ont la responsabilité dans chacun des départements. Mais si un parent d'élève préfère que son enfant se fasse vacciner dans un centre de vaccination ou auprès de son médecin et prochainement auprès de son pharmacien, libre à lui. Hein. On pense que la facilité, c'est de se faire vacciner dans les collèges, dans les établissements scolaires, puisqu'il y a, pour toutes les raisons qu'on a déjà évoquées, maintenant, il y a une liberté pour le parent. Hein. J'espère que c'est tout à fait clair, hein, ça. Alors, il y a encore beaucoup de questions sur le chat. On ne peut pas répondre à tout. Oui. Juste, je rajoute par rapport à cette histoire que en Isère, mais je pense que c'est pareil ailleurs,
Vous pouvez donc, via l'ARS, être au courant de qui est le centre de vaccination référent pour organiser dans les collèges. Mais en tous les cas, nous, en Isère, on attendait un peu de voir les conditions financières des effecteurs, mais dans tous les cas, on est intéressé par toutes les bonnes volontés locales pour venir travailler avec nous et être effecteurs. Hein. Voilà. Parce que de toute façon, ça fait beaucoup de collèges et beaucoup d'enfants à vacciner. Donc, vous pouvez dès maintenant, en tous les cas, nous venir taper à notre porte et en fonction des collèges qui sont pas loin de chez vous, venir vous inscrire et passer une journée avec nous, ça c'est sûr. Je vais laisser la parole à Marielle Schmitt, directrice adjointe donc de la délégation 69 ARS. Oui, Marielle? Oui, merci. Je voulais juste préciser pour les CPTS, notamment du Rhône et de la métropole de Lyon, que les professionnels de santé des CPTS seront les effecteurs dans cette campagne de vaccination. Il n'y aura pas de salariés du CDHS, qui est notre centre de vaccination départemental, pour être effecteur et donc le CDHS est le coordonnateur. Donc, les salariés du CDHS coordonneront, assureront la logistique, organiseront avec les établissements le planning de vaccination, l'organisation des locaux, etc. Mais le CDHS fera appel bien aux professionnels de santé libéraux, donc vous tous qui êtes là, notamment via les CPTS, pour être effecteurs et du coup sur financement de la caisse d'assurance maladie par bordereau. Donc c'est pas à proprement parler des équipes mobiles du CDHS, hein, c'est bien, ça s'appuiera bien la vaccination dans les collèges sur vous tous qui êtes ici présents. Merci Marielle pour ces précisions. Elsa Chapeau qui souhaite prendre la parole? Oui, bonjour. Donc moi, je suis le docteur Chapeau, voilà, du Puy-de-Dôme, qui est donc le médecin coordinateur du centre de vaccination du Puy-de-Dôme, et je rejoins Gaëlle et ce qui a été dit avant sur le fait que, alors peut-être qu'au début, nous, on aura une partie des effecteurs qui seront salariés, mais pour des raisons de saisie et de réactivité pour commencer en octobre, mais qu'on va bien s'appuyer et qu'il y a bien des mails qui vont partir à destination des différentes CPTS et MSP pour bien s'appuyer sur les effecteurs des territoires également. La seule chose qui nous empêche de communiquer plus largement actuellement, c'est par exemple que les taux de vacation ne sont pas encore fixés, donc et qu'on devrait les avoir très prochainement. Voilà, donc c'est ce qui peut-être bloque un petit peu la communication, mais on va aussi dans le Puy-de-Dôme, comme l'expliquait le docteur Varey, s'appuyer sur des effecteurs locaux. Au niveau de la CPAM, nous avons eu, donc Gaëlle Varey là qui parle, nous avons eu les coûts, donc je pense qu'ils vont être communiqués partout. C'est grosso modo, on est sur les mêmes bases que ce qui s'est passé pendant le Covid. Mais alors nous, ce matin, ils nous ont bien confirmé qu'ils n'étaient pas consolidés, qu'ils seront consolidés qu'en fin de semaine. Alors, on a des approximations, on a eu déjà des montants qui sont en cours de calage, effectivement, mais on parlait de 75 € pour heure pour le médecin. Dans le chat aussi, ça a été repris. Hein, nous, c'est l'info que nous avons, mais à confirmer. Hein, à confirmer. J'essaye de revoir un petit peu les questions auxquelles on n'aurait pas répondu en dehors de cet aspect de formation. Le recrutement des effecteurs, donc on en a parlé. Hein. Est-ce que l'un d'entre vous souhaite poser une question de vive voix auquel on n'aurait pas encore répondu? Anne-Sophie, je pense qu'il y a des questions par rapport aux prescripteurs et s'il est nécessaire d'avoir un médecin dans chaque équipe et dans chaque collège. Bah, c'est ce que je l'évoquais tout à l'heure. Ça avait été rendu obligatoire initialement et finalement, ça ne l'est plus.
mais c'est fortement conseillé. Voilà, nous, c'est les informations que nous avons. C'est fortement conseillé. Je reprends les FAQ qu'on a. Voilà. Docteur Martin, je vous laisse la parole. Oui, juste pour plus on s'assoit dans les remarques du chat et dans ce qu'on est en train d'entendre, cette vaccination façon santé publique, qui contourne quand même un peu la médecine de première ligne, elle ressemble beaucoup à la Covid. Alors, est-ce que vous allez faire appel aux volontaires médicaux, retraités ou non retraités, pour participer éventuellement et pour amener cette présence médicale dans un lycée, dans un collège, pardon, le jour de l'organisation de la vaccination? Est-ce que ça fait partie des choses envisageables ou est-ce que vous restez sur les actifs? C'est prévu que des retraités puissent être mobilisés ainsi que des étudiants en médecine. Moi, c'est ce que j'ai compris. Bon, ben moi, voilà. Vous savez que là, je représente la Ligue contre le cancer, on s'est beaucoup investi sur l'HPV depuis quelques années. On est content de voir que les choses bougent, et donc je suis sûr qu'on peut effectivement donner ce coup de collier et au niveau de l'information, organiser une information régulière dans les établissements pour faire ce que j'appelle la musique de fond. Il ne faut pas que la vaccination HPV, ça soit quelque chose qui se passe le 18 novembre de 8h à 17h pour les classes de 5e, etc. Je crois qu'il y a une musique de fond qu'il faut faire passer, dont bénéficieront les enfants de 5e. Ceux de 6e en entendront parler, ceux de 5e, de 4e et de 3e, etc. Et on aura comme ça la possibilité, parce que si vous donnez que 30% d'objectif 30%, ben on n'est pas encore aux 80% que vous vous êtes donné comme objectif à long terme. Donc, il va bien falloir qu'on mobilise beaucoup d'acteurs. Docteur Martin, les 30%, donc c'est le ministère qui les a fixés, c'est pas nous, c'est pas l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes. Mais je sais bien qu'on est en train de mettre. On aurait bien fait 90, bien sûr. On est en train de mettre en place. Ben, ils ont mis la barre un peu bas. C'est 30%. Voilà. Mais en tout cas, la première année. Je pense qu'après, si on arrive à 30%, ça sera très bien si on arrive à 30%, mais on aurait pu imaginer que l'objectif soit. En tout cas, on a un besoin sur le plan de la santé publique que l'objectif soit plus emballant que ça et qu'il faut donc effectivement s'appuyer sur les gens qui sont les CPTS, tous les acteurs de soins de première ligne en dehors du collège et d'une organisation comme celle-là. Mais je m'arrête là et puis en plus je suis obligé de vous quitter, donc je vous remercie de. Merci, docteur Martin. Juste, on va bientôt aussi terminer donc ce webinaire et se quitter. Je voulais reprendre exactement les éléments d'information dans la FAQ concernant la présence du médecin que j'ai retrouvé. Il est indiqué ainsi: la présence d'un médecin est préférable pour cette première édition de la campagne. En effet, rassurer les parents et les équipes pédagogiques avec la présence d'un professionnel de santé vaccinateur habituel, que sont les médecins sous-entendus, peut renforcer l'adhésion à l'intervention. Je pense que les IDE en sont largement capables également, mais cependant, pour tenir compte des contraintes en ressources humaines, l'instruction que nous avons reçue, donc, comme je vous le disais en début juillet, précise que la présence d'un médecin dans les équipes de vaccination est souhaitable dans la mesure du possible. Voilà, donc ça c'est pour assouplir le dispositif. Voilà, y a-t-il encore des questions Oui, Elsa Chapeau, vous avez toujours votre main levée ou c'est de tout à l'heure ou toujours une question? Madame Chapeau. C'est un problème d'Internet, je l'ai rebaissé. Entendu. Écoutez, on a essayé à Benoît Soubéran, docteur Benoît Soubéran, je vous laisse la parole. Je vous en prie. Pour dire un mot?
J'ai eu l'expérience de la vaccination à l'hépatite B en milieu scolaire. Et donc, bien se méfier de ne pas vacciner les adolescents en groupe, sans quoi ça crée des réactions d'hystérie qui sont incontrôlables et qui peuvent en fait plier le programme. Donc voilà, un petit témoignage. Merci beaucoup. Merci, docteur Benoît Soubeyran. Écoutez, je vous propose d'arrêter ce webinaire. Je pense qu'on aurait encore beaucoup de questions à se poser les uns et les autres. Et je vous remercie pour votre contribution, votre implication. Je remercie bien sûr nos deux intervenants experts, professeur Olivier Pollard et docteur Gaëlle Vareille. Merci beaucoup. Surtout qu'il y aura d'autres webinaires auxquels vous allez participer. Donc, merci pour votre disponibilité. Merci à tous. On reste à votre disposition pour répondre encore à des questions. Donc, comme je vous le disais, ce webinaire est enregistré, donc il sera disponible sur le site. Et puis, vous aurez accès au diaporama qu'on vous a transmis là, qu'on vous a passé tout à l'heure. Voilà. Écoutez, merci à tous et puis bon courage pour cette campagne, pour ceux qui seront impliqués directement ou indirectement. Et puis, nous vous souhaitons une très bonne soirée. Merci à tous. Merci, à bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir.